Rebonjour, dans cette dernière partie de cours, je vais vous présenter l'intérêt et les limites de la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes. Vous avez appris dans une première partie pourquoi la méthode de l'imputation rationnelle peut être pertinente dans certaines entreprises. Ensuite, vous avez appris à mettre en œuvre cette méthode, y compris dans les entreprises qui ont des charges indirectes. Donc vous avez appris à le faire dans les tableaux de répartition des charges indirectes. On va maintenant présenter dans un premier temps l'intérêt de cette méthode. Le premier intérêt de la méthode, on l'a dit en introduction lorsque l'on a abordé la méthode, c'est que grâce à la méthode de l'imputation rationnelle, eh bien, on va pouvoir finalement lisser le coût de revient unitaire. Coût de revient unitaire qui normalement est constitué d'un coût variable unitaire qui est constant et d'un coût fixe unitaire qui diminue avec l'activité sous l'effet des économies d'échelle. Eh bien, grâce à l'imputation rationnelle des charges fixes, on va pouvoir avoir un coût de revient unitaire qui va être constant en principe, qui est déterminé par rapport à une activité moyenne, et grâce à ce coût de revient unitaire, on va pouvoir fixer un prix de vente qui va pouvoir être stable sur l'année. Le deuxième intérêt de cette méthode, c'est qu'elle va pouvoir mettre en évidence des variations de coûts qui ne sont pas liées à l'activité, ce qui va permettre à l'entreprise de mieux contrôler ses performances. En effet, concrètement, après la méthode de l'imputation rationnelle, le coût de revient unitaire d'un produit est censé être constant. Mais il arrive qu'il ne le soit pas. Cela ne peut plus venir des charges fixes, puisqu'on a fait une imputation rationnelle des charges fixes, donc de fait, le coût fixe unitaire devient forcément constant. Donc si, à l'issue de votre calcul avec imputation rationnelle, vous vous retrouvez avec un coût de revient unitaire qui n'est pas constant, cela ne peut provenir que du coût variable unitaire. Ce coût variable unitaire, en fait, on a considéré jusqu'à présent qu'il était constant. Donc, quand vous regardez le graphique du coût variable unitaire, il se représente sous la forme d'une constante de type Y égale B. Autrement dit, ça veut dire que si je fabrique des pulls et que j'ai besoin de laine, eh bien, quel que soit le nombre de pulls que je vais fabriquer, eh bien, par exemple, le prix de ma laine va être le même, le coût de ma laine, pardon, va être le même, et donc je vais systématiquement avoir le coût variable unitaire d'un produit qui sera constant. Si cela est valable en théorie, en pratique, en fait, on constate que la courbe de coût variable unitaire profite en fait d'une zone de rendement croissant, puis d'une zone de rendement décroissant. Cela s'illustre de la façon suivante. En fait, quand vous regardez votre coût variable unitaire, nous, jusqu'à présent, on a considéré, alors je vais prendre mon stylet, que le coût variable unitaire était une constante. Donc là, il faut imaginer que c'est droit. Donc c'est ce que je vous ai appris dans le modèle des coûts partiels. On a considéré systématiquement que le coût variable unitaire par produit était toujours fixe. Eh bien, en réalité, on constate dans les entreprises que ce coût variable unitaire a tendance à diminuer lorsque la quantité augmente. On est alors en phase de rendement croissant. Et ensuite, au-delà d'une certaine quantité produite par l'entreprise, eh bien, ce coût variable unitaire a tendance à réaugmenter. Quels sont les facteurs de rendement croissant et les facteurs de rendement décroissant? Parmi les facteurs de rendement croissant, il y a évidemment le fait que le coût des matières premières va diminuer au fur et à mesure que vous allez produire plus, puisque quand vous avez besoin de produire plus, vous allez acheter plus de matière, et donc les fournisseurs vont vous accorder des remises qui sont liées à la quantité achetée. Le deuxième facteur de rendement croissant, c'est le fait que lorsque vous produisez plus, naturellement, les salariés vont mieux s'organiser, vont être plus performants, ils vont éviter de faire des déchets et des rebuts lors de la production. Et donc ça va permettre également de faire des économies. Troisième facteur de rendement croissant, c'est le fait que lorsque vous produisez plus, eh bien, vous allez être amené à travailler avec des séries qui sont plus longues. Et donc forcément, le temps de réglage de la machine qui est fixe et qui est systématiquement réglé avant de lancer une série, eh bien, va diminuer globalement sur l'ensemble de la production puisque vous allez travailler avec des séries plus importantes. Enfin, votre personnel va être plus productif, il va monter en cadence puisqu'il va avoir des tâches qui sont de plus en plus répétitives, qui vont s'automatiser progressivement. Et donc le personnel bénéficie d'un effet lié à la courbe d'apprentissage et ça va faire augmenter leur productivité. Au-delà d'une certaine production, eh bien, l'entreprise va rentrer dans une phase de rendement décroissant. Pourquoi des rendements décroissants? Eh bien parce qu'au-delà d'un certain niveau de production, l'entreprise va être amenée à faire appel à des heures supplémentaires ou à du personnel intérimaire pour faire face au surcroît d'activité,
Or, les heures supplémentaires et le personnel intérimaire, ça coûte plus cher, puisque vous avez une prime de précarité qui est associée à ces heures, et donc le personnel va coûter plus cher à l'entreprise. Par ailleurs, lorsque vous faites travailler plus votre personnel, donc vous leur faites faire des heures supplémentaires, et bien au bout d'un moment, le personnel se fatigue, il y a une certaine lassitude qui s'installe, qui conduise à une baisse de la productivité. Ensuite, au fur et à mesure, eh bien, vous allez avoir un encombrement des ateliers, puisque votre production va être très forte, et donc si votre capacité de production n'est pas faite pour répondre à une telle augmentation de la production, au bout d'un moment, l'entreprise va un petit peu se désorganiser, et ça va ralentir à la fois les flux de matière et également les personnels qui vont mal s'organiser. Et enfin, lorsque vous produisez plus, en fait, vous n'êtes pas forcément capable de répondre à la demande, et donc en fait, pour éviter de perdre vos clients, eh bien vous allez commencer à satisfaire en fait un petit peu partiellement un grand nombre de clients pour dire bah voilà, j'ai commencé à vous livrer, mais au bout d'un moment, bah, vous êtes obligé de raccourcir du coup les séries puisque vous produisez une partie de chaque commande, et le fait de multiplier les petites séries va augmenter les temps de réglage et va faire baisser votre productivité. Et donc de fait, vous allez avoir ici des facteurs de rendement décroissants qui ont tendance à faire augmenter les coûts variables unitaires. Faites bien attention, les rendements croissants, c'est quand le coût variable unitaire diminue, et inversement, les rendements décroissants, c'est quand votre coût variable unitaire se met à réaugmenter. Troisième intérêt de la méthode, c'est que cette méthode va vous permettre de respecter les règles du PCG pour l'évaluation des stocks, notamment pour l'évaluation de la production stockée. En effet, la méthode permet d'évaluer les éléments entrant dans le patrimoine de l'entreprise, donc dont les stocks de produits finis, en conformité avec les règles du PCG qui précisent, une règle un petit peu compliquée comme ça quand on la lit, mais on va l'expliquer, que la quote-part des charges correspondant à la sous-activité doit être exclue du coût de production de ces biens. Donc en fait, le PCG vous impose d'appliquer la méthode de l'imputation rationnelle quand vous êtes en sous-activité pour évaluer votre production stockée. En effet, l'image fidèle que doit donner la comptabilité générale nécessite une évaluation fiable des stocks, fondée sur leur valeur économique. Or, si on ne pratique pas l'imputation rationnelle en période de sous-activité, eh bien les coûts unitaires de l'entreprise se trouvent artificiellement majorés, donc on les surévalue. Or, la production stockée est évaluée au coût de production, donc si on surévalue les coûts, on surévalue la production stockée, et donc forcément, on surévalue le montant de l'actif, puisque les stocks de produits finis figurent dans l'actif, et on surévalue également le résultat de l'entreprise. Et donc là, ça ne respecterait pas le principe d'image fidèle de l'entreprise. Mettons cela en application à partir d'un exemple. Considérons la société Team qui a fabriqué au cours de l'exercice 10 000 produits finis. Aucun stock de produits finis n'existait en début d'exercice, ce qui veut dire que le stock initial était égal à 0. Il a été vendu 9000 unités au cours de l'exercice de l'année N, et la société a présenté un taux d'activité de 75% en N. On vous fournit un extrait du compte de résultat. Alors c'est un compte de résultat un petit peu particulier, puisque au lieu d'avoir les achats de matières premières, les charges de personnel, les impôts, en fait on vous a fait une distinction des charges de la comptabilité générale en charges variables et charges fixes. Il y a 100 000 € de charges de la comptabilité générale qui sont variables et 50 000 € qui sont fixes. La production vendue s'élève à 180 000 €. Dans un premier temps, donc, il va falloir évaluer le montant de la production stockée sans appliquer la méthode de l'imputation rationnelle. La production stockée, est-ce que vous vous rappelez comment elle se calcule? Est-ce qu'on doit faire stock final moins stock initial ou stock initial moins stock final? Vous vous rappelez ou pas? Eh bien, c'est stock final moins stock initial, puisqu'il faut rajouter le montant de ce qui a été stocké pour avoir la richesse véritablement créée par l'entreprise. Donc on va commencer par calculer le montant de ce stock final. Alors, regardez le contexte. Vous avez un stock initial qui est égal à 0. On vous dit que l'entreprise a fabriqué 10 000 produits finis et qu'elle en a vendu 9 000. Donc forcément, il en reste combien? Eh bien, il en reste 1000, c'est-à-dire le montant de ce qui a été produit moins le montant de ce qui a été vendu. Ensuite, on va évaluer le montant de cette production stockée. Cette production stockée s'évalue au coût de production unitaire.
Alors pour avoir le coût de production unitaire de cette production stockée, on va additionner les charges de l'entreprise. Donc ici vous avez des charges pour l'entreprise qui sont de 100 000 pour les charges variables et de 50 000 pour les charges fixes, et on va rapporter ça à une unité. Donc on va diviser par la production de l'exercice. Ce qui nous donne 100 000 plus 50 000, et on divise ça par 10 000 puisqu'on a fabriqué 10 000 produits au cours de l'exercice. Chaque unité de la production stockée doit donc être évaluée à 15 € par unité. De fait, on va pouvoir remplir le compte de résultat sans appliquer la méthode de l'imputation rationnelle. Pour la production stockée, tout d'abord, on remplit 1000, qui est le montant de ce qui a été stocké, multiplié par 15 € par unité. Ça vous fait 15 000 € de production stockée. Cela nous permet de déterminer le résultat de l'entreprise en faisant la somme des produits moins la somme des charges. Ça nous fait 195 000 à droite et 150 000 à gauche, soit un résultat de 45 000. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque l'on applique la méthode de l'imputation rationnelle. Donc je vous ai remis en haut le compte de résultat que l'on vient de faire sans imputation. Et vous avez en bas ici le compte de résultat à remplir en valorisant les stocks, cette fois-ci en appliquant la méthode de l'imputation rationnelle. Concrètement, la valeur du stock final, la quantité de produits stockés est toujours la même, on a toujours 1000 produits stockés, mais au lieu d'évaluer cette production stockée au coût de production unitaire, on va l'évaluer au coût de production unitaire rationnel, c'est-à-dire qui tient compte de l'imputation rationnelle. Concrètement, l'imputation rationnelle s'applique ici parce que l'entreprise présente une sous-activité, c'est marqué qu'elle présente un taux d'activité de 75%. On va donc, pour calculer le coût de production unitaire rationnel, considérer simplement les charges fixes imputées. Pour calculer le coût de production unitaire rationnel, tout à l'heure on a pris 50 000 € de charges fixes, et bien là on va en prendre uniquement 75%. Donc 75% des 50 000, ça nous donne 37 500. Ceci nous permet de calculer le nouveau coût de production unitaire rationnel, celui qui va valoriser notre production stockée, en faisant 100 000 les charges variables, plus 37 500 les nouvelles charges fixes qui sont les charges fixes imputées, divisé toujours par 10 000. On se rend compte que le coût de production unitaire rationnel, qui était évalué tout à l'heure à 15 € par unité, passe à 13,75 € par unité. Donc on voit bien qu'on surévaluait tout à l'heure la production stockée. On n'a plus qu'à remplir notre compte de résultat, donc la production stockée est désormais évaluée à 13 750 et de fait, on se rend compte que notre résultat qui a été évalué tout à l'heure à 45 000 passe à 43 750. Donc vous voyez bien que le fait d'appliquer la méthode de l'imputation rationnelle va permettre de donner une image fidèle du patrimoine et du résultat de l'entreprise. Concrètement, tout à l'heure je vous ai dit la définition elle est un petit peu compliquée, il y avait une histoire de code-part. Eh bien, si vous regardez bien, la différence entre les deux résultats, donc les résultats avant imputation rationnelle et les résultats après imputation rationnelle, elle est de 1250. Eh bien, cette différence entre les deux résultats, on peut démontrer qu'elle est liée au coût de la sous-activité qui correspond au produit stocké, c'est-à-dire la quote-part de la sous-activité qui correspond au produit stocké. En effet, quand vous calculez votre coût de sous-activité, on a appris à le faire dans le cours, on fait les charges fixes réelles moins les charges fixes imputées. Donc globalement, pour l'ensemble des produits de l'entreprise, il y a 12 500 € de coût de sous-activité. Mais sur l'ensemble de ce coût de sous-activité, il n'y a qu'une partie seulement de ces produits qui a été stockée. En l'occurrence, il y a 1000 unités de produits qui ont été stockées sur les 10 000 qui ont été fabriqués. Le coût de sous-activité lié aux produits stockés peut donc se retrouver en faisant 12 500 coûts de sous-activité globale de l'entreprise, multiplié par la quote-part de produits qui a été stocké. Il y a 1000 produits qui ont été stockés sur les 10 000 qui ont été produits. On retrouve donc les 1250 de différence entre les deux résultats. Enfin, dernier point, cela concerne les limites de la méthode. Donc la principale limite de la méthode, en fait, tient au fait que tout dépend des coefficients d'imputation rationnelle que l'on détermine. Et ces coefficients d'imputation rationnelle, en fait, ils dépendent de la fixation du niveau d'activité qui est considéré comme normal. Donc en pratique, ce niveau d'activité considéré comme normal fixer ce niveau d'activité est assez délicat et comporte toujours une part d'arbitraire. L'imputation rationnelle, par ailleurs, reprend et complète la méthode du coût complet, puisqu'on voit bien qu'on calcule en fait des coûts complets en additionnant des charges variables et des charges fixes, c'est-à-dire l'ensemble des charges de l'entreprise.
et ça on présente forcément les mêmes limites, donc on peut se référer aux limites des méthodes de coût complet pour critiquer cette méthode. Voilà pour cette dernière partie de cours. Il y a un exercice d'application qui reprend vraiment exactement cette partie qui est l'exercice numéro 3, qui est le cas Gilbert, que vous pouvez faire aujourd'hui ou éventuellement pour la semaine prochaine, mais j'aimerais que ce soit fait pour la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on abordera des exercices un petit peu plus compliqués. Je vous invite toujours à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à mettre cette vidéo dans vos favoris pour la retrouver plus facilement. À très bientôt!